Nous quittons la Fédération de Russie, le front ukrainien et la coulisse sanglante de l'État islamique, les deuils des guerres, des colères, des armes, pour rejoindre le mystère des heures de la République au palais de l'Élysée, rue du Faubourg Saint-Honoré, à Paris, où l'on a vu Emmanuel Macron, biceps saillants, mâchoire serrée tout en sueur et en violence, frapper un sac de sable devant l'objectif ravi, attentionné et certainement intentionné de Soisic de la Moissonnière, la photographe officielle du président de la République. La photo, vous la connaissez, si vous ne la connaissez pas, on va vous la remettre dans le chat, ou Cyril, peut-être que tu peux la passer. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette photo, elle a fait causer, elle a fait rire, parce qu'on a d'abord cru qu'elle n'était pas tout à fait vraie, qu'elle avait été produite par une intelligence artificielle. Du rire sur Twitter et partout ailleurs, on est passé aux larmes, puisqu'il s'agit d'une vraie photo, et qu'elle n'a pas fait rire tout le monde, et certainement pas les boxeurs et les boxeuses. D'abord, parce que dans cette photo, il y a beaucoup de violence, et que ce n'est pas tout à fait l'idée que les boxeurs et les boxeuses se font de leur sport. Ensuite, parce que la boxe, qui est un sport populaire, un sport des périphéries, aurait pu trouver un meilleur ambassadeur que le président de la République, Emmanuel Macron, pris comme un hérisson dans les phares de l'appropriation culturelle. On va donc parler de boxe, de périphérie, d'histoire de la boxe, on va parler de boxeurs et de boxeuses, on va parler d'histoire de famille, on va parler de MMA et d'autodéfense un peu aussi, on va parler par ailleurs des nouveaux publics de la boxe, on va parler de masculinisme bizarre, on va parler de respect de l'adversaire, et on va surtout en parler avec celles et ceux qui boxent et qui ont écrit des trucs assez intéressants justement sur la boxe. Bonjour Selim Derkaoui. Bonjour. Selim, tu es journaliste indépendant, tu es contributeur au Monde diplomatique à Mediapart et tu as commis Rendre les coups, paru aux éditions du Passager clandestin. À mes côtés, bonjour Vanessa Descoureaux. Bonjour. Salut Vanessa. Salut. Vanessa, tu es grand reporter à France Inter, et quand tu ne promènes pas ton micro entre les barbelés des guerres, les frontières des pays qui se font la guerre, ou tout simplement devant la bouche de celles et ceux qui ont des choses à dire, on te retrouve sur le ring parce que tu es aussi par ailleurs boxeuse. Voilà. Salut et bienvenue au 3e étage de la Maison de la Radio. Et justement, c'est un parfait hasard, puisque je ne savais pas du tout que vous vous connaissiez. Et bien, il y a ce midi ton entraîneur. Salut coach. Salut coach. Bonjour. Bienvenue à la maison. Ouais. Nasser Lalaoui, bienvenue. Tu es entraîneur de boxe, donc, et pas que de Vanessa, puisque tu as vu défiler des générations de boxeuses et de boxeurs, notamment dans ton club d'Aulnay-sous-Bois. Oui, tout à fait. Ouais. Ça fait maintenant 32 ans que je suis entraîneur, donc ouais, j'ai vu passer du monde. Je pense que tu auras pas mal de choses à en dire. Alors, avant qu'on descende dans le débat, qu'on mette des mots très intelligents sur les choses et qu'on ouvre un peu les perspectives, cette photo, on en pense quoi ? La photo du président de la République. Mes questions ne sont pas attribuées, répond qui veut. Moi, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est il va se faire mal. Parce qu'il a des toutes petites mitaines de MMA qui, pour moi, ne sont pas du tout appropriées pour se défouler sur un sac de frappe qui a l'air d'être un sac lourd en plus, donc ça fait mal. Moi, ma première réflexion, c'est il va se faire mal aux phalanges, aux poignets. Enfin, c'est douloureux de taper dans un sac de frappe quand on ne maintient pas son poignet. Il faut gainer le poignet aussi. Enfin, voilà. Et là, c'est ma première réflexion. Et après, une fois cette réflexion attentive que j'ai eu plus de sourire, on ne va pas se mentir, sur ce coup un peu bizarre là, qui n'est ni crochet ni uppercut, où il y a beaucoup de puissance, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Donc j'étais assez moqueuse, en fait. Voilà. L'avis du coach, Nasser ? Bon, moi, ce que je peux dire, c'est que, sur ce que je sais, c'est que vraiment, Emmanuel Macron est sportif, il aime la boxe. Il aime vraiment la boxe. Il aime vraiment la boxe, il s'entraîne régulièrement. On m'a dit même qu'il frappait assez fort, parce que j'ai quelqu'un j'ai un de mes anciens boxeurs qui l'a entraîné, donc voilà, il m'a dit qu'il frappait assez fort, qu'il était assez sportif, qu'il était même très résistant au gainage, voilà, sur le gainage, voilà, qu'il était capable de rester 8-10 minutes sans fléchir. Mais bon, après, voilà, un président gainé. Mais après, pour tout ce qui est de gestes techniques, etc., j'en sais pas plus que ça, mais je le ferai pas signer chez les pros, pas tout de suite. D'abord, faudrait qu'il passe un test. Bon, on va pour le test du président. Voilà. Selim, l'avis sur la photo ? Oui, alors moi, ce qui m'intéresse sur cette photo, c'est plutôt du fait de la diffuser plus que sa pratique de la boxe, parce que ça fait quand même un certain temps, ces dernières années, que les gouvernants pratiquent la boxe et le mettent en avant. Donc il y a eu Olivier Véran aussi, Édouard Philippe avant. Alors historiquement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de politiques qui se mettent en scène en train de faire du sport. On a eu pas mal de personnes. Il y avait le ski aussi à l'époque. Il y avait Jean-Marie Le Pen qui lui faisait de la boxe aussi à un moment. Il y a des photos. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas n'importe quel sport qui est pratiqué. C'est la boxe et c'est beaucoup de personnalités politiques ces dernières années. Par exemple, il y a aussi Fidel Castro. Il prenait beaucoup de photos de lui en train de faire de la boxe.
À Cuba, c'est encore une autre signification. C'est un sport qui est vachement ancré dans la culture cubaine, etc. Nous, ça dit autre chose, c'est que ces dernières années, il y a une réappropriation culturelle de classe, moi j'appelle ça comme ça, de la part des gouvernants. C'est que s'ils mettent autant en avant, en sachant que c'est un sport profondément populaire et ouvrier, mais on y reviendra dans les racines historiques, c'est qu'il y a une dimension derrière qui est de l'ordre de comment je vais faire une pratique sportive d'un sport populaire, le mettre en avant pour aussi draguer des personnes, un peuple où on a pu se déconnecter aussi avec lui. Par exemple, et je termine parce que je peux être un peu long. On a une heure ensemble, alors Okay. si tu veux prendre le temps, franchement, vas-y, c'est l'occasion pour le faire. Non, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, là, dans le livre, j'avais regardé une émission, enfin plutôt un reportage où Macron était pendant l'entre-deux tours de la présidentielle en 2022, en train d'enfiler des gants et de boxer avec un boxeur dans les quartiers populaires. Et c'était pile entre deux tours, donc évidemment c'était un argument de com, mais pas juste un argument de com esthétique, où là par exemple, dans les photos qu'on a vues, il y a le contexte international avec Poutine, viril, etc. Là, du coup, dans ce contexte-là politique, c'est comment je vais séduire aussi les jeunes des quartiers qui aiment ce sport et le pratiquent, en sachant qu'ils pourraient aussi voter pour moi pour le second tour de la présidentielle face à Marine Le Pen. Faut se dire qu'il y a toute une armée de communicants qui sont derrière, une photo n'est pas neutre, qu'il ne faut pas non plus les sous-estimer aussi dans la manière de mettre ça en scène. On voit les images justement. Donc voilà, moi c'est ça qui m'intéressait, c'est plutôt pourquoi le mettre en avant autant. Nasser, Vanessa? Sur le contexte international ? Non. Parce que moi, en plus, cette photo, je la découvre aussi, je reviens de 2 mois d'Ukraine. Donc effectivement, moi je suis dans ce contexte aussi là où ce virilisme très marquant sur cette photo répond à l'autre virilisme que moi j'ai couvert pendant ces 2 mois en Ukraine, de celui de Vladimir Poutine. Donc il y a évidemment cette lecture internationale qui moi m'a marqué aussi, parce qu'en plus j'étais imprégnée de ce séjour un peu long là-bas. Donc c'est évidemment une donnée très importante dans le contexte, qu'elle soit publiée ainsi et qu'elle soit publiée à ce moment-là. Après, sur la passion de la boxe du président, moi j'entends ce que dit Nasser, il a des connexions dans ce milieu que je n'ai absolument pas. Mais il y a cette appropriation culturelle qui est effectivement marquante. C'est un sport populaire. Moi, je fais de la boxe, certes, dans des clubs privés, parce que j'ai passé l'âge de faire de la compétition, mais j'ai eu la chance, parce que je voulais confronter ça aussi à des quartiers un peu plus populaires. Je suis allée à Aubervilliers, je suis allée à Fontenay-sous-Bois, pour voir qui était ce jeune public boxeur, quoi. Et c'est à ces gens-là qu'il essaye de parler en faisant cette photo que moi je trouve assez maladroite. Je veux dire, elle est viriliste, elle est violente, elle est masculiniste, selon moi. Ce n'est que mon jugement personnel qui n'engage absolument personne d'autre. Mais en parlant à ce public-là, je pense qu'il s'y prend pas. Il parle pas aux jeunes avec cette photo, pour moi. Il parle à Poutine probablement et à personne d'autre, en fait. Ouais, c'est ce que je pensais aussi. C'est un petit peu l'image qui en ressort, hein, qui en transpire de cette photo. C'est, à mon avis, il a voulu montrer. Je suis quelqu'un de combatif. Ouais. Je suis quelqu'un de combatif. Alors, comme on dit en boxe, souvent, on lâche pas l'affaire, on lâche pas le morceau. On combat jusqu'au bout. Et voilà, moi, je pense que on est dans la com. De toute façon, on est dans la com. Et puis, il a voulu montrer qu'il était un président combatif. Quand il avait des idées, il les mettait sur le tapis. Puis, comme tous les boxeurs, il se battra jusqu'au bout. Et puis, s'il faut tomber, il tombe et puis il se relèvera. Moi, je pense que c'est ça. On est vraiment dans la com, mais il a voulu montrer qu'il était un président combatif et pas simplement un président d'apparat. Et une photo qui est publiée 2 semaines, possiblement 2 ou 3 semaines, je ne sais plus, j'ai plus le calendrier parfaitement en tête. Après sa fameuse sortie sur je n'exclus pas, s'il le faut, d'envoyer des troupes en Ukraine. Donc il y a ce côté, effectivement, regardez, moi si j'envoie mes hommes, c'est que moi aussi je suis fort, je suis costaud, je tape violemment sur ça. Et ça participe de tout aussi, ça. C'est peut-être aussi un retour par rapport à Poutine qui a aussi beaucoup exagéré sur Poutine à la chasse, Poutine en train de pêcher, on avait vu Poutine ces images sur un cheval, torse nu, musclé. Notre président, il a montré aussi ses gros bras, quoi. Voilà. Dans la com, on sait faire aussi, quoi. C'est ça un peu. Hein. C'est Poutine, il est costaud, tout ça, mais bon, en face de lui, il va trouver quelqu'un qui a du répondant.
Oui, c'est comme s'il avait retenu que les aspects entre guillemets négatifs d'un sport de combat, notamment la boxe, comme vous disiez là sur la virilité. Il a retenu que ça, le côté box business. On va mettre vachement en scène un truc très libéral en fait. Et ça qui est intéressant aussi dans la photo, quoi. C'est cette espèce de double interprétation. Dans le chat, il y a Volca, salut Volca, qui dit en vrai, tant que le président aime ça, c'est pas très grave. Et Volca qui dit j'en ai fait aussi. Et la boxe, c'est un bon défouloir. Certainement. Ça n'est pas qu'un défouloir, cependant. C'est notamment ce que tu écris dans ton livre. Ouais. En fait, parce que je t'ai lu. Ouais, merci. En fait, oui, moi, je me suis intéressé plutôt à la pratique et historiquement. Tu peux peut-être un peu d'ailleurs raconter, peut-être pas résumer ton livre, mais peut-être expliquer c'est quoi le propos. La genèse, etc. Ouais, la genèse peut-être en une minute. Oui, en fait, moi, mon père était boxeur dans les années 80, donc champion de Normandie à 2 reprises. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est que quand il me parlait de la boxe, mon père, il m'en parlait souvent de manière assez déjà politisée, sociale. Il me parlait de Mohamed Ali, qui est une grande figure extrêmement connue de la boxe anglaise dans le monde entier. Il m'en parlait toujours d'un point de vue, oui, mais surtout, Mohamed Ali, c'est plus que la boxe et le sport en soi, c'est le fait qu'il refuse de s'engager au Vietnam, c'est le fait qu'il se convertisse à l'islam. C'est vraiment des choses comme ça qui l'ont marqué, qui moi aussi, par conséquent, m'ont marqué, parce que j'ai capté à ce moment-là que ce qui l'intéressait davantage, c'était vraiment tout ce qu'il y a autour de la boxe et tout ce que ça raconte. Et ce que j'ai découvert aussi au fur et à mesure du livre, c'est que la boxe est le sport le plus représenté au cinéma et dans la littérature. C'est un sport qui fascine énormément, soit les écrivains, les cinéastes, sur la dimension de deux boxeurs qui s'affrontent sur un ring, la dimension sacrificielle, etc. Mais ce qui m'a davantage encore intéressé, c'est plutôt pourquoi c'est un sport populaire, pourquoi on peut dire que c'est un sport de classe. On parle beaucoup des États-Unis. Il y a Loïc Vacan, le sociologue, qui a écrit Corps et âme, un livre d'anthropologie, mais plutôt dans les ghettos américains, à Chicago exactement. Et moi je me disais, mais est-ce qu'il y a des ponts à faire avec d'autres pays, notamment le nôtre? Est-ce que nous aussi, il y a une pratique populaire dans les quartiers populaires de France? D'où ça vient? Et du coup, effectivement, au fur et à mesure de mon enquête, je me suis aperçu que les clubs de boxe étaient implantés là où il y avait un monde ouvrier. C'est qu'en fait, la boxe raconte une histoire ouvrière de la France, notamment dans les quartiers. C'est un sport qui coûte pas très cher non plus pour les mairies. C'est un sport où il y avait les clubs sont situés là où il y avait des usines. Mon père, c'était le cas. Là où ça s'est désindustrialisé aussi par la suite. Il y a beaucoup de boxeurs dans le nord de la France, donc Georges Carpentier, etc. viennent et c'est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs, hein. Il y a encore beaucoup de boxeurs qui sont dans le Nord, enfin ça tu t'en sauras encore davantage que moi, mais voilà, moi c'était plutôt la pratique, et du coup par conséquent le rebond à faire avec la photo de Macron, c'est pourquoi à ce moment-là, et en sachant tout ce siècle-là de culture ouvrière de ce sport, il y a des clichés comme ça qui apparaissent, voilà. Nasser, toi, t'en as vu défiler des jeunes qui font de la boxe et depuis fort longtemps, je crois. Qui sont ces jeunes qui viennent à toi pour s'inscrire ou pour pratiquer avec toi? On a plusieurs publics, hein. Il y a les jeunes qui viennent pratiquer parce que il faut qu'ils fassent du sport. Bon, ils ont besoin de perdre du poids, de se remettre en forme, etc. Donc il y a plusieurs publics. Ce public-là qui vient pour le loisir, pour perdre du poids. Il y a ceux qui veulent faire comme le voisin qui est boxeur ou comme le frère du copain. Qui est boxeur, et puis il y a ceux qui viennent parce que c'est un sport qui leur permet à eux comment dire, d'aller au bout d'eux-mêmes, de se prouver à eux-mêmes qu'ils sont capables de se dépasser, et c'est beaucoup ça. Et après les mecs, il y en a beaucoup qui viennent pour le loisir, et quand ils commencent à progresser, ont envie de faire de la compétition pour le dépassement de soi-même, pour l'opposition, et puis se prouver, des fois prouver aux gens qui sont pas ce qu'on pense des fois, parce qu'il y a beaucoup qui se sous-estiment et qui ils viennent prouver que voilà, je fais du sport, je fais de la boxe, je fais un sport dur, je suis capable de me dépasser. Et puis de battre un adversaire qu'on me propose, ça c'est au niveau compétition. Mais en vrai, on a tous les publics, en vrai. On a beaucoup de publics féminins maintenant. Alors pourquoi le fond du sport, qui est à la limite, qui était réservé à l'époque aux hommes, Plutôt un sport de mec. Plutôt un sport de mec, et ben là on a Vanessa, va peut-être nous expliquer pourquoi. On va demander à la principale intéressée qui va représenter donc toutes les femmes boxeuses. Je vais pas les épaules. Mais on a beaucoup de public, hein, du loisir au professionnel. Il y a tout le monde, tout le monde. Quoi, beaucoup de gens veulent faire de la boxe parce que
c'est l'image que ça représente aussi du mec viril qui sait se battre, qui sait se défendre, qui est capable de défendre même sa petite amie si se promène dans la rue, qui se fait agresser, etc. Après ça, c'est les clichés. Moi personnellement, je suis venu à la boxe parce que c'était le sport qui était le plus près de chez moi. Et le professeur de boxe à l'époque, c'était un ami de mon grand frère. Et voilà, il nous permettait de nous entraîner sans payer de licence, etc. Donc je le remercie pour tout ce qu'il a fait. Et puis c'est grâce à lui que je suis aujourd'hui et que je suis entraîneur. Mais voilà, quoi, c'est un sport populaire. Donc tout le monde peut y aller. Selim, dans ton livre, il y a le rappeur Medine qui signe la préface et qui nous dit « La boxe, c'est une affaire sérieuse, ça n'est pas du divertissement ». Et qui ajoute après « L'environnement qui mène au ring est déjà un ring ». Oui, en fait, oui, c'est vrai qu'il résume un peu tout. Et ce que tu disais aussi, c'est le côté, la boxe, on le voit comme un sport métaphore de la vie. Donc, le truc de pas avoir confiance en soi et de retrouver une confiance sur le ring. Moi, les boxeurs et les boxeuses que j'ai interviewés, souvent, ils me disaient, c'est le mot de dignité qui revenait souvent aussi. Et le fait qu'on leur dit souvent, que ce soit à l'école ou ailleurs, que le travail paie, quand on veut, on peut. Toutes ces formulations-là, qui n'ont pas forcément de sens dans le monde du travail. Il y a un taux de chômage énorme. Là, mon père, il me parlait beaucoup de racisme à l'embauche, de toutes ces choses-là, en fait, des espèces de freins, mais tu retrouvais sur le ring avec un coach ou des coéquipiers qui pouvaient être des gens du quartier, justement, parce que le club, souvent, il est à côté, à proximité. C'est un sport qui est très difficile. Vous en parlerez mieux que moi aussi, parce que moi, j'ai pratiqué un petit peu, mais pas autant que vous, mais qui est très difficile, qui demande une assiduité très forte, et du coup, une proximité aussi géographique. Il y a tout ce réseau-là aussi de comment dire, sociologiquement, de personnes qui se connaissent dans le même quartier. Et vraiment, ce qui m'a marqué, c'était vraiment le côté, le sport comme un tremplin, de se dépasser. Aya Sissoko, qui est boxeuse, pareil, elle me disait, il faut toujours trouver une porte de sortie dans la vie. Sur le ring, c'est pareil, il y a toujours trouver un échappatoire, il ne faut pas non plus se faire avoir dans un coin du ring. Donc toutes ces métaphores-là qui sont extrêmement présentes et qui font que, effectivement, le public s'est diversifié aussi au fur et à mesure. La boxe a été autorisée aux femmes fin des années 90, la Fédération française de boxe le refusait, sport masculin, etc. Donc il y a des boxeuses comme Sarah Oramune qui rêvaient d'en faire et qui voyaient des frères ou des connaissances en pratiquer. Et ce que me disait Aya Sissoko aussi, c'est que sur la dimension de classe et aussi immigrée, parce que c'est un sport qui est très pratiqué par les populations immigrées, il y a eu beaucoup de champions de boxe d'origine maghrébine et noire dans les années 60, 70, etc., 80. Et ce qu'elle me disait, c'est qu'il y a une dimension qui s'ajoute, et vous en parlerez mieux que moi aussi, la dimension de genre, en fait. En fait, on a toujours une bonne raison de pratiquer de la boxe. C'est pas anodin. On fait pas de la boxe par hasard. Par hasard, c'est exactement. Et du coup, elle me disait, moi, il y avait ce truc-là aussi, je devais m'imposer dans le club en tant que femme, il y avait beaucoup d'hommes, est-ce que je dois m'adapter, au contraire, est-ce que je dois essayer de m'imposer? Enfin, c'est plein de questions comme ça qui s'ajoutent au reste, en fait. Du coup, voilà. Vanessa, on fait pas de la boxe par hasard. C'est quoi ton histoire, toi, avec la boxe? On fait pas de la boxe par hasard et on a l'habitude de dire, ça c'est un truc qu'on dit souvent dans les clubs, dans les salles, c'est le seul sport où on ne dit pas je joue à la boxe, on fait de la boxe. Ce qui en termes d'implication personnelle, d'engagement physique et même moral, je veux dire, pour moi c'est plus qu'un sport la boxe, on vit boxe, on mange boxe, enfin vraiment c'est plus que ça. Et on ne joue pas à la boxe, non, on fait de la boxe, il y a des risques évidemment, on en parlera, enfin moi à mon niveau, non ça va, je veux dire, encore une fois, je ne suis pas dans la compétition et ce n'est pas du tout un niveau professionnel, vraiment loin de là. Mais ça engage, en fait. C'est un sport engageant. Se prendre un 6-3, 6-2 au tennis, c'est pas aussi impactant, je veux dire, sur ton intégrité physique. Non, mais c'est vrai, pardon, messieurs, mais je pense que c'est ça, quoi. C'est pas aussi impactant sur ton intégrité physique et donc sur ta dignité, parce que si ça se passe mal le jour de ton opposition, de ton combat, il faut le digérer, quoi. Alors la victoire c'est beau, mais des fois c'est pas que ça, donc faut encaisser ça, comme encaisser les coups. Donc c'est une parfaite métaphore de la vie, ce sport, effectivement. Ta question, Ludo, c'était pourquoi moi franchement pourquoi moi j'y suis allée, par exemple. Tu souscrivais visiblement largement au fait qu'on n'arrive pas par hasard à la boxe. Non. Alors, pas du tout. Notamment quand on est une femme. Mais, voilà. Mais peut-être aussi quand on est un homme, peut-être les deux en réalité. Moi, je suis venue à la boxe quand je suis revenue d'une expatriation pour Radio France au Caire, où j'ai vécu 3 ans. Tu as couvert les révolutions arabes. Pas simple. Voilà, donc je pense que j'avais un besoin. Déjà, j'ai pas pu faire de sport pendant 3 ans, parce que j'ai fait que bosser. Et le sport en Égypte pour une femme n'est pas chose aisée. Donc j'avais un besoin de me reconnecter au sport. Et je me suis dit, autant prendre ce que moi j'estime être le sport le plus difficile. Donc j'ai choisi la boxe.
Parce que j'avais besoin d'un dépassement de moi-même, encore une fois, avec toute proportion gardée à mon petit niveau, mais j'avais besoin de ça. Moi, je suis allée chercher ça. Et je me suis dit, mais j'étais pleine de clichés, mais bon, dès que ça va taper fort, je partirai. Moi, je suis pas là pour ça. Tintin. Tintin. Parce que j'ai découvert un truc où chaque cours cassait un cliché que j'avais en tête de ce sport, en fait. Et je ne connais pas plus exaltant dans la vie que de démonter des clichés par soi-même, en fait, parce que ça veut dire qu'on est plutôt connecté au réel. Donc, sport violent, non. Il y a effectivement une forme de violence, puisqu'il s'agit quand même de se donner des coups, mais il faut surtout ne pas en prendre. Et une fois que tu réalises ça, genre, ah ouais, en fait, le sport, c'est pas on met des gants, on se tape dessus, on part. Non, il faut apprendre à ne pas prendre de coups. Et quelle est la plus belle métaphore de la vie que ça, en fait, je ne connais pas. Donc moi, je suis venue à ça, puis après, effectivement, je suis devenue complètement accro même à la gestuelle, à la technique. C'est un sport qui est d'une technicité folle, en fait. On te dit, tu mets les gants, tu tapes. Non. Tu dois faire des heures de direct et tu continues à en faire 10 heures plus tard. C'est du piano avec des gants, la boxe. Tu fais tes gammes, tu fais tes cours, tu fais tes gammes. Et ça, c'est formidable, en fait, de maîtriser de plus en plus un geste que tu ne maîtrises jamais parfaitement. De toute façon, parce qu'il y a toujours Nasser qui va me dire « Mais non, ton pied, ton épaule, etc. » Et c'est pas grave. Moi, c'est ça que je cherche encore après de 10 ans de pratique. C'est encore ce regard, ce millimètre-là, ce pied qui tourne encore, cette main qui baisse encore, etc. Et c'est, pour moi, vraiment, je peux pas vous trouver mieux que c'est du piano avec des gants. Nasser, c'est du piano avec les gants, la boxe. C'est une belle image. Ouais, parce que je sais pas faire de piano, mais je sais boxer, donc ouais, moi ça me convient. Tu vois le côté gamme, tu vois ce que je veux dire, quoi. Après, non, mais bon, un truc qui est vrai, c'est bon, il y a des virtuoses au piano, il y a des virtuoses en boxe. Hein. On a des boxeurs, c'est des virtuoses. Quand on les regarde boxer, c'est beau. Hein. On s'assoit, on regarde et on se tait. Et c'est pareil, la musique, on s'assoit. On écoute. Parce que c'est beau, parce que c'est technique. Ouais, en fait. c'est technique. C'est boxeur, je sais pas auquel tu penses, mais c'est parce que c'est technique. C'est pas des gros bourrins. Voilà, c'est pas ceux-là et surtout comme c'est un sport d'opposition, ça permet justement de voir quand quelqu'un attaque, comment l'adversaire va gérer l'attaque, comment il va amener son adversaire dans un piège pour le contrer, etc. Mais non, c'est vrai, il faut quand même de la réflexion. Après, en boxe, il y a toujours eu des gros bourrins. Mais les gros bourrins arrivent à un moment quand ils tombent sur des gens qui savent boxer, qui ont une grosse panel technique, un gros... voilà. Il y a une différence entre la boxe pro et boxe amateur sur la touche. Ouais. Après, bon, en boxe amateur, quand même, les coups sont quand même appuyés. Ouais. Ils sont quand même appuyés, mais bon, il y a beaucoup la technicité qui compte. Et en boxe pro, ça va être beaucoup la combativité, les coups puissants, etc. Mais c'est deux boxes qui se rejoignent, sauf que la boxe pro, la durée est plus longue, hein, c'est 3 fois 3 minutes chez les amateurs, et chez les pros, c'est 4, 6, 8, 10 et 12 rounds, quoi. Et les pros, ils sont payés. Et ils sont payés suivant qu'ils sont virtuoses ou pas. Hein, voilà. Il y a un truc sur quand je te parlais tout à l'heure de clichés brisés les uns après les autres, sur la dimension stratégique de ce sport, qui, moi, m'était complètement étrangère la première fois que j'ai mis les pieds dans une salle de boxe. Et ça, je l'ai compris un peu sur le tard, parce que je suis pas très intelligente. C'est comment tu rentres. En fait, le but, c'est de rentrer dans la tête de l'autre. C'est que le but ultime, c'est de lui faire ce que tu l'amènes à faire. Ton adversaire va faire le coup que tu l'amènes à faire, parce que tu sais qu'il va te l'envoyer et tu sais comment le contrer. Ça, honnêtement... Pour moi, c'est le sommet de « Ok, là, j'ai bien bossé. Je voulais qu'elle fasse ça. Elle a fait ça, donc je l'ai contré comme ça. » Et ça, voilà. Et moi, je ne croyais pas ça du tout de ce sport. Pour moi, c'était juste, c'est le dernier qui craquera, qui gagnera, etc. Pas du tout, en fait. Et cette dimension stratégique, moi, je la trouve absolument passionnante. Et maintenant que j'arrive un peu mieux à lire la boxe, quand je regarde des combats, etc., j'arrive plus à comprendre ça. Et je trouve ça extrêmement satisfaisant de comprendre ça. Ouais. Et je trouve ça remarquable que ces gens arrivent à faire ça, en fait. Oui, de rentrer dans la tête de l'autre. Ouais, d'anticipation. Exactement. Oui, c'est ça que Alors, je vous propose d'aller sauter à pieds joints dans le côté conflictuel de notre séquence sur la boxe. Il y a Jean-Luc Picard, salut Jean-Luc Picard, dans le chat qui nous dit « Pourquoi dès qu'on a un truc, des bobos mentaux viennent tout niquer ?» C'est pour toi, Céline. Oui. Bon courage.
va, Chéline? Salut. Tu as ben, 2 heures. Salut. Eh ben, écoute, en fait, ce qui est intéressant, c'est que moi, quand je parle de réappropriation culturelle de classe, je le voyais souvent dans la mode, par exemple, dans le rap, dans le stand-up, mais je savais pas qu'on pouvait gentrifier un sport aussi. Enfin, peut-être que j'étais naïf, mais j'avais pas saisi cette chose-là. En fait, il y a plein de trucs à dire là-dessus, c'est que si on fait des ponts avec tout ce qui est mode, rap, etc., des cultures populaires, ouvrières, etc., moi, ce qui m'a... Par exemple, je vais faire un petit pas de côté, mais ce qu'elle m'avait dit, Sarah Ouamoun, était intéressant parce qu'elle était à Sciences Po Paris, elle faisait déjà de la boxe et c'était mal vu de la part de ses camarades de Sciences Po. Par contre, c'était bien vu les films sur la boxe ou la littérature, ça va. Mais c'était la pratique qui dérangeait plus, comme tu disais, avec les clichés qu'on pouvait avoir, à la fois sur la population aussi qui la pratique, celles et ceux, et en même temps le sport violent. Et du coup, elle me disait, maintenant qu'il y a des salles, je pense que la personne fait référence à ça aussi, depuis ces 10 dernières années, plein de salles dans les grandes villes, notamment à Paris, qui sont très chères aussi, où il n'y a pas forcément de combat au corps à corps, c'est plutôt du fitness, plutôt du développement personnel, limite. Il y a quand même une dimension assez libérale, très narcissique, où dans ces clubs-là, je fais des petits reportages en immersion là-dedans, où tout est amené à se... Tu peux raconter peut-être un peu ce que tu as vu? Oui, en fait, du coup, déjà dans ces clubs-là, qui coûtent assez cher dans les grandes villes, à la base, ils voulaient pas... Enfin, comment dire, j'avais pas de réponse pour faire un reportage, donc je me suis dit que ça allait être encore plus marrant d'y aller en immersion et d'ironiser un peu là-dessus. Et du coup, effectivement, dans ces clubs-là, tout est fait pour se poster sur Instagram, le fait qu'on pratique ce sport populaire et ouvrier. Et comme Macron maintenant justement il poste sur Instagram, donc il y a toute cette logique là très narcissique, et en fait voilà, c'est comment dire, la dimension qui est intéressante, c'est plutôt qu'est-ce que ça dit et pourquoi cette réappropriation elle passe plus médiatiquement et politiquement, en fait dans la pratique, je parle encore, hein, pas forcément dans le cinéma, dans la pratique. Pourquoi finalement on se dit qu'à partir du moment où la bourgeoisie, hein, d'une certaine manière, s'approprie quelque chose de populaire, tout de suite ça devient plus acceptable. C'est ça qui est intéressant par rapport à la mode. Par exemple, j'avais fait une enquête sur la mode, sur la classe sociale et les rapports de mode, etc. Et sur la mode du bleu de travail ouvrier, qui revient beaucoup dans les grandes villes en ce moment. Donc je partais de ça pour dérouler le fil. Et ce qui était intéressant, c'est comment on invisibilise, en fait, en réappropriant quelque chose d'historicité ouvrière derrière, même inconsciemment. Et ce qu'il y a de plus fort et plus important encore, c'est l'exemple que je prenais sur le jogging, qui était utilisé dans les quartiers, moi aussi j'en portais, etc., et qui pouvait être interdit dans certains collèges, lycées, j'en ai un plein d'enseignants, c'était interdit. Parce que c'était plutôt celles et ceux qui le mettaient, et la signification qu'il y a de ce vêtement-là sur sa pratique, en fait, et le fait qu'on la porte, pas le vêtement en soi, finalement. Et à partir du moment où, dans la mode, Balenciaga, etc., on commençait à récupérer le jogging, ça devenait autorisé dans l'enceinte du lycée. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où elle pose la main sur quelque chose de populaire, qu'est-ce que ça va changer dans la pratique et dans dans la perception de cette pratique-là. Donc je sais pas si c'était extrêmement clair par rapport à ce qu'il disait, qui était beaucoup plus cash et direct, mais en gros c'est plutôt que comment comment ça va changer de rapport et de regard sur ces pratiques-là. Voilà, c'est ça qui est intéressant à constater. Bien sûr. Ouais, alors moi, ce que je voudrais ajouter, c'est que bon, il dit en quelque sorte, pourquoi les bobos se l'approprient. Exactement. Mais en fin de compte, ils se le réapproprient parce que à la base, le noblard, c'est parce qu'il était pratiqué par les bourgeois. Et les règles qu'on connaît actuellement, les règles de la boxe moderne, c'est le marquis de Queensberry qui les a édictées. Et il faut savoir qu'en Angleterre, la boxe, elle n'était pas pratiquée par le peuple, par la population ouvrière. Elle était surtout pratiquée par la bourgeoisie. D'où le nom noblard. Et marquis de Queensberry qui édicte les règles modernes. Donc en fin de compte, ils se réapproprient quelque chose qui leur appartenait. Et c'est devenu un sport populaire parce que effectivement c'est un sport qui ne coûte pas cher, c'est un sport où on n'a pas besoin de beaucoup de matériel, c'est un sport où la population a besoin de s'exprimer, etc. Et voilà pourquoi. Mais à la base, et pourquoi il serait interdit aux bobos? Au contraire, c'est ouvert à tout le monde, les hommes, les femmes, les enfants. Il y a de la baby box qui commence à partir de 6 ans. Donc voilà, non, je pense que c'est vrai, je vous rejoins un petit peu sur le truc, c'est que la boxe, c'est la vie, quoi. On retrouve en boxe ce qu'on peut retrouver dans la vie. Hein, les victoires, les défaites, les joies, les peines, etc. Le dépassement de soi-même, obligé de faire quelque chose qu'on n'aime pas pour réussir. Des fois, boxer contre nature parce que l'adversaire nous oblige à boxer contre nature, mais malgré tout, en boxant contre nature, il faut qu'on essaye de gagner, de vaincre.
Et il faut voir à quel moment la boxe est revenue dans le centre des villes, dans le centre de Paris en l'occurrence. Moi, c'est au moment de ces post-Rio en 2016. Moi, je pense que c'est à ce moment-là où la délégation de boxe française ramène 6 médailles, je crois. 6 médailles, en tout cas, 5 dehors de argent. Voilà. Et en tout cas, il y a eu une razzia du côté des boxeurs français à Rio, avec effectivement une très belle médiatisation et fort méritée après 6 médailles, avec à l'époque un couple iconique, Yoka, Mosley, ils sont beaux, ils sont magnifiques, ils sont tous les deux avec leur médaille d'or, etc. Donc je pense que pour la première fois, on voyait de la boxe à la télé à toutes les heures avec ce couple successful, etc., etc. Et je pense qu'à ce moment-là, ce qu'on appelle les bobos, mais alors je ne sais pas trop ce que ça veut dire à vrai dire. En tout cas, les boxeurs des centres-villes, on va les appeler comme ça, se sont dit, ouais, ça a l'air pas mal. Ils sont pas amochés. Les 6 médaillés, puis les autres non médaillés, beaux. Enfin, il y avait une image extrêmement positive de ce sport, incarné par des gens très positifs, qui donnaient moi, en tout cas, qui, je pense, ont donné très envie. Moi, j'ai commencé la boxe avant, mais c'est à ce moment-là où effectivement, on a vu d'autres publics arriver. Et alors, ceux qui voulaient faire du fitness sont partis ou sont allés dans les salles de fitness, et ceux qui voulaient rester sont restés et découvrent ce sport et le perfectionnent, en tout cas. Mais pour moi, c'est à ce moment-là, c'est 2016, et c'est pas un truc de mode, c'est un truc où on s'est dit, je pense, ah ouais, c'est ça la boxe. Tiens, je vais tenter. Ça a l'air bien, en fait. Et c'est pour moi post-Rio 2016. C'est ce que tu as vu, Nasser, toi, dans ton club ? Ouais, aussi, mais c'est aussi un sport de proximité, parce que c'est pareil, quand on habite sur Paris, puis qu'on est obligé d'aller en banlieue, en sortant du boulot, aller en banlieue, prendre le RER, ou alors se taper les bouchons pour aller dans un club de boxe, c'est pas évident. Mais en fin de compte, comme il y a beaucoup de clubs qui sont ouverts dans les centres-villes des grandes villes, que ce soit Lyon, Paris, Marseille, etc., c'est un sport de proximité, et ça incite plus les gens qui habitent dans le coin à venir. Par exemple, la V-Punch, c'est beaucoup des gens qui habitent dans le quartier qui viennent. C'est une salle parisienne à Pigalle, effectivement, tu as beaucoup voilà, tu sors du boulot, tu y vas. Quoi. Voilà, c'est un sport de proximité. Et c'est peut-être un accès qu'il n'y avait pas avant. Parce que je le répète, prendre en rentrant du boulot, rentrer à la maison, prendre ses affaires, prendre le RER, se taper encore 2 heures de bouchon, tout ça pour faire 1 heure de sport, c'est compliqué. Tandis que là, c'est à côté. On y va comme on y va chez l'épicier. Allez hop. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une pratique on pourrait dire de CSP+, au niveau des chiffres, où ça va pas être la même finalité. C'est que la plupart d'entre eux, ou d'entre elles aussi, ça va être plutôt de la boxe éducative, ou alors de la boxe fitness, mais plutôt éducative, loisir, où on n'aspire pas forcément à faire de la compétition. Du coup, il n'y a pas les mêmes, les mêmes objectifs aussi. Il n'y a pas le même truc, comme tu dis, de proximité, où, comme mon père, ou même d'autres gens, notamment dans les années 80, c'était peut-être un peu plus le cas, mais d'ascension sociale à travers le sport, un truc un peu qui peut paraître cliché, mais qui est quand même extrêmement présent et qui l'est chez beaucoup. Et en fait, c'est des pratiques une pratique qui s'ouvre, entre guillemets, mais pas avec la même finalité. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est là, il y a aussi le député et ancien journaliste François Ruffin qui postface le livre, et lui, il le dit lui-même, c'est qu'il connaissait la boxe à Amiens, dans le quartier populaire d'Amiens, il avait fait un reportage là-bas, mais qu'il était trop bien né pour enfiler les gants, lui qui adore le sport, le football, mais la boxe, il y avait quand même ce truc-là où, je suis... pourquoi déjà tu m'as proposé, ça c'est encore autre chose, mais du coup je suis trop bien né pour ça. Et c'est intéressant parce qu'il y a Sissoko j'en parlais avec elle, elle me disait, est-ce que tu aimerais que ta fille fasse de la compétition? Elle me disait non, j'aimerais bien, justement. Elle a rigolé, elle m'a dit peut-être du loisir ou éducatif pour tout ce qui est confiance en soi, etc., ou peut-être amateur, mais pas en mode j'ai des démons à combattre et tout, et j'aspire entre guillemets à autre chose pour toi, que tu fasses plutôt, que tu ailles très 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 loin, etc. Mais ça, après, c'est personnel. Mais mon père, pareil, il m'avait dit si je peux t'entraîner en boxe éducative, parce que pour avoir confiance en toi aussi, pour tout ce que ça dégage et que tu peux pas retrouver ailleurs dans un autre sport, comme vous disiez tout à l'heure, là, sur la dignité, sur le fait que c'est ton visage, le fait d'être très intelligent et très rapide et très vif sur le ring, c'est très impressionnant. Faut vraiment tout anticiper. Tout ça, mais pas aller en mode aller jusqu'à la boxe professionnelle. En plus, mon père, il a eu une mauvaise expérience de la boxe où son coach l'avait envoyé à Paris face à un boxeur qui était beaucoup plus aguerri que lui, mais il y avait tout le truc de fric derrière, de reconnaissance sociale à Paris. Et finalement, mon père, il m'avait raconté, je m'étais retrouvé torse nu sur le ring alors que j'étais amateur. Normalement, le torse nu, c'est boxeur pro. Et le boxeur était beaucoup plus bon. En plus, en face de lui, il y avait Alain Delon qui joue dans le film Rocco et ses frères, qui est un de ses films préférés. Et il y avait Jean-Paul Belmondo qui était un grand amateur de boxe. Et
Et du coup, les aller dans le public. C'est un peu déstabilisant. Ouais, exactement, ça l'a touché d'autant plus que là, il me disait, j'avais l'impression d'être un bout de viande sur le ring là. Et ça, c'est toute la dimension du sport. En plus, il a arrêté juste après parce que c'était quand même assez violent. Et il s'est dit non, amateur, oui. Éducatif, loisir, c'est ce qu'il a fait après. Il a coaché pendant 15 ans en éducatif. Mais ça l'a marqué. Et surtout, il m'a dit, quand je l'ai interviewé, il y avait vraiment ce rapport-là de classe, quoi. Genre en mode, ouais, je suis un bout de viande, un steak. Comme Jack London, là, son roman, ça s'appelle Un steak. Il m'a dit, il a utilisé lui-même la viande comme métaphore. Pour revenir à la photo d'Emmanuel Macron, de Soisic de la Moissonnière, la photographe officielle du président de la République, moi je trouve que là où l'image elle peut faire un peu mal, c'est que pour plein de jeunes, notamment que le système scolaire n'a pas su intégrer, et donc l'État, qui représente tout de même un peu Emmanuel Macron, leur force physique c'est un peu tout ce qui leur reste. C'est une revanche sociale un peu qu'on leur vole, non, d'une certaine manière. Je parle de l'image, je parle pas de la boxe. Oui, quand j'ai commenté la photo, la chute que j'avais, on n'est pas dupe, le sac de boxe, c'est nous. En gros, encore une fois, on vient sur la réappropriation. Quand mon père ou des boxeurs, des boxeuses, ou même moi, dans les quartiers, etc., on parle de la discrimination à l'embauche, c'est 20 à 30% de chances de moins de trouver un travail. Quand on est d'origine immigrée. C'est quand même un chiffre très important de l'INSEE qu'on connaît quand même. Pareil sur le logement, sur la question de la police aussi, c'est des chiffres qui existent, sur les contrôles, aux faciès, etc. Donc c'est une expérience de vie commune. C'est la politique qui vient à nous, sans qu'on ait demandé forcément à venir à elle. Et pareil pour l'école. Et l'école, c'est assez important, c'est que la plupart des boxeurs et des boxeuses y retrouvaient justement une confiance en eux, sur le ring, parce que l'école, il y avait le côté de reproduire les inégalités sociales, il y avait beaucoup de profs de bonne volonté que j'ai eu aussi, mais forcément on se fait un peu écraser par le système, par le truc de reproduire, etc. Et ça, c'est un truc qui m'a marqué vraiment dans toutes les interviews pendant 2 ans que j'ai faites, c'est vraiment le rapport scolaire, parce que c'est à ce moment-là aussi qu'ils découvrent ce sport-là, c'est quand ils sont jeunes. Mon père, il avait genre 15 ans, quelque chose comme ça, donc forcément c'est lié à ce qu'ils vivent jeunes, donc c'est l'école. Donc forcément, leur politisation, parfois, même inconsciente, elle vient à ce moment-là. Moi, je sais que ça m'a vachement forgé aussi à ce moment-là. Donc forcément, dans la dimension de réappropriation de la part de Macron, il y a quelque chose de très cynique de sa part. Quand, justement, alors on va plus aller les pieds dans le plat sur la politique, mais quand il repousse l'âge de départ à la retraite, à 64 ans, mon père qui a été brancardier à l'hôpital toute sa vie et ça l'a usé physiquement, c'est quelque chose qui le touche profondément. Et surtout que, en plus, mon père il avait ce truc-là de lier, même inconsciemment, son travail physique, comme à l'usine ou là à l'hôpital, et sa pratique sportive. Parce que du coup, en tant que brancardier, il poussait des brancards, il était assez costaud, et du coup, il faisait le parallèle avec sa pratique sportive. Donc quelque chose d'extrêmement cynique de sa part, de justement se réapproprier un sport de classe populaire, et en même temps de faire des politiques qui sont antisociales en fait. Et c'est ça qui m'a profondément marqué dans cette image qui n'est pas la première, mais qu'on est amené à revoir beaucoup, je pense, avec l'approche des Jeux Olympiques aussi, qui sont assez contestés politiquement, avec tout le bénévolat qui est du travail déguisé aussi sur ces Jeux, avec toute cette dimension-là aussi de problèmes de métro, enfin bref, c'est assez contesté, donc il y aura beaucoup de com'. Là, je peux le prédire, mais à venir de la part du gouvernement. Je pense que, Édouard Philippe, il y est plus, mais au Havre, il boxe souvent. D'ailleurs, c'est marrant parce que Médine est au Havre aussi, et Édouard Philippe aussi. Peut-être qu'il y aura un combat un jour d'organiser, je ne sais pas, mais ce serait intéressant de l'observer. Voilà. Pratiquer la boxe, c'était aussi se protéger face à la police. Si jamais un contrôle dérape, affirment plusieurs boxeurs que tu as interviewés lors de ton enquête. C'est ça aussi, c'est savoir se défendre, la boxe, Nasser, peut-être ? Il y en a qui viennent pour ça. Malgré tout, oui. Malgré tout, ça va se défendre. Après, contre les forces de l'ordre, je sais pas, mais bien sûr, c'est savoir se défendre contre toutes les agressions qu'il peut y avoir. Mais il est évident que quand on fait de la boxe, c'est parce que on veut apprendre à se défendre. Pas obligatoirement à se battre. Se battre, c'est autre chose. Mais à se défendre, au moins. Donc, oui, évidemment. Et je rebondis sur ça et un peu aussi sur ce que tu disais sur la confiance que certains jeunes avaient perdue à l'école et retrouvaient sur un ring. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles les femmes qui tentent ce sport peuvent y rester assez souvent, parce que c'est un sport qui redonne effectivement beaucoup confiance. Et là, c'est la dimension féminine du public boxe, je parle de ça, c'est que ça redonne confiance aussi corporellement. Encore une fois, l'idée, c'est pas de donner des patates dans la rue, c'est pas du tout ça, absolument pas. Mais c'est très important et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a un public féminin particulièrement attaché à ce sport et aux valeurs de ce sport, parce que oui, physiquement et corporellement, tu reprends confiance en toi. Et ça te donne une confiance physique de ce que tu peux faire
et les femmes qui n'ont pas le même rapport que les hommes à la violence. Je pense que c'est une dimension très importante pour nous de comprendre ce que l'on peut donner comme violence, ce que l'on peut faire et ce qu'on peut recevoir. Et ça, je pense que c'est un truc pas du tout féminin, qui vous est très propre, je pense, messieurs. Et du coup, nous, de l'intégrer, c'est une dimension particulière et qui, à mon avis, est assez importante dans la pratique féminine de la boxe, me semble-t-il. Oui, c'est pour ça qu'il y a pas mal de clubs qui ont émergé ces dernières années en non-mixité, contre les violences sexistes et sexuelles aussi. On a pas mal, il y en a un qui est connu aussi à Strasbourg notamment, donc sur toute cette réappropriation-là justement du corps, qui est très forte et qui montre aussi, il y a des clubs aussi antifascistes qui ont émergé, qui viennent d'Italie aussi. Enfin ça c'est d'autres clubs encore un peu autogérés, où c'est un peu là une espèce de conscientisation politique très consciente, enfin quelque chose de très, très concret. Et ça, il y a comment dire, c'est de plus en plus le cas un peu partout en France. Il y avait un autre truc que je voulais dire, mais j'ai oublié. Mais non, mais voilà, c'est ce que tu disais justement, c'est que il y a des clubs concrètement qui sont en non-mixité et qui. Il y a des clubs, il y a même des programmes d'associations de femmes victimes de violences domestiques. Il y a des boxeuses, des sportives, des boxeuses qui viennent donner des cours de boxe à des femmes. Je voulais juste en parler justement. J'ai eu la chance d'avoir une boxeuse qui était championne du monde, Maïva Amadouche. Bien sûr, Maïva. Alors je l'ai pas eu longtemps sous contrat, mais bon, on a eu la chance de faire un championnat du monde ensemble. Et elle s'occupe des violences faites aux femmes justement. Je pensais précisément. Elle fait une belle chose. Donc c'est une ancienne championne du monde. Et régulièrement, elle est dans la police, elle est dans la police, elle est une ancienne championne du monde et elle va régulièrement donner des cours à des femmes qui ont été battues, violentées, etc., pour leur redonner confiance. Et je pense que c'est vrai que c'est vraiment le sport qui est sans doute le plus adapté pour ça, quoi. Pour reprendre confiance en soi. Absolument. J'ai retrouvé c'est pour revenir ce que vous dites, mais j'avais un exemple justement que je cite. Il y a une association dans le 18e au quartier de la Goutte d'Or, Yaralé, qui avait justement, je crois que c'est tous les étés maintenant qui font ça, pour pousser les mères des quartiers populaires justement à pratiquer de la boxe avec leurs enfants. Donc du coup ça rejoint justement tout ce que tu disais aussi sur justement comment, et justement l'organisatrice de ça elle me disait, c'est les mamans des quartiers qui sont parfois mamans seules aussi, qui puissent retrouver une confiance en soi et accompagner aussi leurs enfants. C'était l'exemple que je voulais donner en plus. Et petite parenthèse, il y a Volka qui vous demande c'est qui vos boxeurs ou vos boxeuses préférés du moment. On l'avait peut-être pas. Moi, honnêtement, j'en ai pas, et les connus m'intéressent pas, en fait. Moi, c'est plutôt les milliers d'amateurs et d'amatrices qui m'intéressent, donc non, et c'est pas que je suis content de pas en connaître, mais c'est plutôt les milliers, entre guillemets, d'anonymes qui boxent au quotidien comme mon père l'était à l'époque, quoi. Après, actuellement, sur les boxeurs en activité, là... Il y en a beaucoup. On peut pas dire il y a qu'un seul, mais bon, des boxeurs que j'apprécie particulièrement, il y a Dimitri Bivol, un boxeur mi-lourd, champion du monde, Arthur Beterbiev qui doivent se boxer les deux. Il y a Canelo Alvarez, évidemment, qui doit boxer Benavidez ou pas. Alors là, il parle de 150 millions de dollars pour se rencontrer. Bon, enfin bref. Et puis c'est une somme. Voilà. Non, mais il y a des boxeurs en activité. Après, de ceux qui ne sont plus en activité, il y en a quelques-uns. J'apprécie tout particulièrement Jean-Marc Mormec parce que je le connais personnellement. C'est un véritable monsieur. Et il y en a beaucoup. Tu l'as coaché, non? Enfin, ouais, tu l'as entraîné, je l'ai entraîné, ouais. C'est vraiment un monsieur avec un grand... Je citais juste plutôt fin d'activité, parce que la fin approche pour lui, c'est Lomachenko. Moi, j'ai une petite tendresse sur ce monsieur qui trouve des angles improbables. Quand je parlais d'esthétisme de la boxe, pour lui, moi, c'est toujours... Je suis à Disneyland quand je le regarde, parce que... Comment il trouve ça? Enfin, c'est pas possible. Un corps normal ne peut pas trouver cet angle-là. Et moi, je suis toujours un peu épatée par ça. Il est majestueux, voilà, je trouve. C'est un artiste. Ouais, complètement. Et il y a par ailleurs Alan Banane, c'est charmant comme pseudo, salut Alan Banane, qui vous demande votre... Je ne sais pas ce que c'est, le chess boxing. Je ne sais pas du tout ce qu'est le chess boxing, mais vous devez savoir. C'est de la boxe et puis les échecs en même temps, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, boxe et échecs. Et ça veut dire qu'on joue un pion et on va boxer. Moi, je connais pas trop les règles, mais je crois que on est à table, il y a un jeu d'échecs, on a un adversaire, donc on fait jouer l'intellect et puis le physique, quoi. Je pense que c'est ça. C'est le concept, c'est vendu comme ça en tout cas, mais je n'ai pas d'avis. Mais ça existe vraiment? Oui, ça existe vraiment. Bien sûr que ce soit massivement pratiqué. Non, je pense qu'il y a eu quelques reportages sur BFM et ça a fait tout de suite un grand buzz. Toi, t'as quelque chose contre BFM. Pas particulièrement, mais en tout cas,
Non, tu vois, comme tu le dis très bien, c'est qui est censé mélanger intellect et sport. Mais en fait, la boxe mélange déjà les deux. Bien sûr. Donc il y a tout cet a priori aussi en mode on va rajouter de l'intelligence à ce sport de brute. Ah bah là, justement, t'as Waka, salut Waka, dans le chat qui dit la boxe s'appelait au CSP+, à partir du moment où ils comprennent que c'est plus proche des échecs que du concours de claques. C'est un peu ce que t'allais dire. Écoute, c'est un peu la même chose, dit différemment. Tu souscris, Vanessa? Globalement, oui. Il y a Aya Sissoko qui dit dans ton livre, enfin que tu cites dans ton livre, qui dit vis-à-vis de notre couleur de peau et de notre condition sociale, on nous a tellement minorés qu'on se dit plus jamais ça. La boxe devient une vraie lutte. Tu prends des coups car tu as l'habitude de les recevoir. Pour nous, la boxe, c'est une allégorie de notre vie. Apprendre à boxer à reculons, c'est l'une des techniques les plus difficiles à acquérir. Vous avez 2 heures. Ouais. Après, c'est vrai qu'elle a le don pour tout résumer, enfin de manière très efficace, C'est charmant, apprendre à boxer à reculons, c'est une technique qui est difficile à acquérir. Oui, comme allégorie. Oui, justement, ça c'est le plus important. Mais vous qui pratiquez davantage, parce que moi j'ai pratiqué à l'époque, mon père m'avait un petit peu initié. Là, j'ai pratiqué au moment de l'écriture du livre aussi. J'allais à l'entraînement, etc., pour me mettre un peu dans le bain, et surtout avec tout ce qui est là déjà, quand elle me dit ça, par exemple, boxer à reculons, le pratiquer et le vivre moi-même pour comprendre à quel point c'est une métaphore et à quel point c'est extrêmement important en boxe. Ouais, vas-y. J'allais dire, moi je pense que ce qu'elle veut dire par là, ce n'est pas juste boxer en reculant, c'est gagner en reculant. Ça veut dire gagner en cédant du terrain. Et c'est fort, quoi. La phrase, elle est vraiment forte. C'est gagner en reculant, gagner en cédant du terrain et sortir victorieux quand même. Et ben dans la vie, c'est pareil, des fois. Faut prendre sur soi pour arriver à ses fins. Il y a Matoy qui nous dit le chessboxing est tiré des œuvres d'Enki Bilal. Et je ne sais pas qui est Enki Bilal, mais peut-être que vous savez. Grand dessinateur. Grand dessinateur, pardon, inculture coupable. Non, il n'y a pas de souci, Ludo. Tac. Drogba qui nous dit dans le gouvernement et généralement dans l'élite, c'est rare de les voir pratiquer la boxe. Alors on a vu que pas tout à fait. Plus depuis quelques années. Plus depuis quelques années. Et que j'ai oublié quelqu'un. Oui, et il y a Ayam Corpi qui nous dit bonjour, je suis arrivé en retard, c'est pas grave Ayam Corpi, sur cette discussion autour de la boxe, j'ai fait des arts martiaux et on retrouve tout ce qui est dit sur les valeurs, le dépassement de soi. Il y a une chose qui est également importante, c'est que ce sont aussi des sports où on apprend le respect du ring ou du tatami, respect de l'adversaire, respect de l'arbitre. Ça c'est très vrai. Ouais. Respect des règles, respect de l'arbitre, ouais, tout à fait. C'est surtout ce qu'on enseigne en boxe éducative. Hein. En boxe éducative, on est vraiment en plein dedans. Hein. Ça veut dire c'est respecter l'adversaire, respecter son entraîneur, respecter les consignes, respecter le règlement, respecter le directeur d'assaut, parce que en boxe éducative, c'est un directeur d'assaut et pas un arbitre. Et effectivement, ouais. Respecter la décision aussi, qui des fois n'est peut-être pas la bonne. On se voit gagner, puis on nous donne perdant, faut l'accepter. C'est dur, mais c'est comme ça. Bien sûr, le respect de l'adversaire, c'est toujours, quand tu pratiques pas ce sport, je pense qu'il y a des gens qui ont toujours du mal quand ils voient 2 boxeurs ou 2 boxeuses s'affronter, fin de l'opposition, fin du combat, et ils se tombent les bras l'un de l'autre. Et c'est toujours un peu déconnectant de dire ça, de voir ça. Mais vous venez de vous foutre dessus pendant 3 fois 3 minutes et vous tombez. Voilà. Et en fait, il y a vachement de respect. Moi, c'est une image qui me touche toujours de voir ça, en fait. Ça veut dire que, bon, on va voir qui gagnera, mais merci pour cette opposition. C'est un grand classique du sport. Il faut toujours être 2 pour faire un beau match. Il faut toujours être 2 pour faire un beau combat. Mais c'est très troublant de voir toujours ces gens en sueur au bout de leur vie, après un effort cardio inimaginable. Voilà, cette énergie de se dire merci à toi alors qu'ils s'en sont pris plein la tête pendant plusieurs minutes. Et cette manifestation du respect mutuel entre adversaires, moi, me touche toujours en fait. Elle me touche beaucoup moins quand il y a des footeux qui se serrent la main, parce que voilà, il y a une dimension. Oui, ils se serrent jamais vraiment la main en plus. Il y a une dimension vraiment physique. Voilà, ce respect-là, et moi, me touche toujours, parce que c'est encore une fois un sport très particulier où il s'agit de faire mal à ton adversaire. Et au moment où c'est fini, tu ne lui fais plus mal, tu lui dis merci pour cette très belle opposition que nous venons de livrer et on verra ce qui se passera. Mais je rebondis quand même sur ce que tu dis, Nasser, sur les arbitres, parce que c'est quand même un sport qui n'arrive pas à régler ses problèmes de magouille. Et en boxe amateur notamment, et pas que. Pourquoi il y a des magouilles autour de Parce que ça juge un peu particulièrement la boxe. Et ça, tu es bien meilleur que moi pour en parler, mais c'est... le jugement en boxe n'est pas impeccable et pas toujours irréprochable. Alors, il y a de la triche, il y a des... Comme je pense dans tous les sports, hein, et comme dans la vie aussi, il y a de la triche. Hein. Mais je crois que le plus gros scandale qu'il y a eu aux Jeux Olympiques,
C'est Roy Jones en Corée, qui se fait voler en finale contre un Coréen. Et jugement humain, donc à l'appréciation, il se fait voler en finale. Ça l'empêche pas de faire une super carrière et de devenir une légende de la boxe, mais bon, on le prive de sa médaille d'or. Et suite à ça, on crée la scoring machine, donc une machine où quand il y a un coup qui est donné, il faut qu'il soit validé. Et pour être validé, il y a 5 juges, et sur les 5, il faut qu'il y en ait 3 qui tapent sur la même seconde, dans la même seconde. Donc normalement, a priori, c'était pour éviter de la triche, parce que maintenant, c'était la machine qui comptabilisait. Mais bon, le problème qu'il y a, c'est qu'il y en a qui appuient sur le bouton, il y en a qui appuient pas, etc. Donc c'était compliqué, parce que ça n'a pas empêché la triche. Après, la triche, il y en a tout le temps. Moi, je pense, peut-être naïvement, je sais pas, mais il y a l'erreur humaine, oui. Un arbitre qui est un ancien boxeur, qui aimait bien, qui était styliste, et ben il va avoir une préférence pour les boxeurs qui avaient le style de boxe qui boxaient avant. Parce que tous les juges ne jugent pas de la même manière. Il y a effectivement des gens qui vont être plus sur le style, d'autres sur la des combativité, juges sur la combativité, sur la bien sûr. puissance, sur la netteté des coups. Donc ce qui fait que chaque juge juge en fonction de son style Voilà. de boxe. Alors et ce qui fait que ça donne des fois des décisions genre mais pourquoi donc ? Ouais. Et c'est un sport qui n'arrive pas à régler ce problème-là de netteté dans le jugement. Et puis après, au haut niveau, Et je ça pense crée que parfois des c'est problèmes. au haut niveau, je pense que c'est politique aussi. Je pense qu'il y a d'autres choses qui nous dépassent. Pour moi, c'est de la politique. Mais sinon, quand il y a une erreur, des fois, il y a des erreurs. Le jugement, il est humain, donc il peut y avoir des erreurs. Mais quand c'est tout le temps le même arbitre qui fait la même erreur, moi, je pense que c'est de l'incapacité, quoi. C'est qu'il est nul. C'est tout. Et puis après, c'est comme partout. On n'aime pas l'entraîneur, on n'aime pas le boxeur. Des fois même inconsciemment, on va mal le noter parce qu'on ne l'aime pas. Mais au niveau régional, national, ça peut aller. Puis après, il y a les enjeux. Quand c'est de la boxe professionnelle, il y a de la triche parce qu'il y a des gros enjeux financiers, etc. Tout à l'heure, je parlais de Maïva Amadouche, justement. On est parti boxer à Las Vegas. Moi, je la vois jamais perdre son combat. Je la vois jamais perdre son combat. On est aux États-Unis, on boxe une américaine dans une soirée qui est promue par le promoteur de l'adversaire. Voilà, de l'adversaire et Michaela Meyer. Et les trois juges sont américains. Et il y a une juge. C'est c'est pas grave, qui donne les 10 rounds perdants. Alors que le combat. Elle le perd jamais. Bon, enfin, ça c'est l'aparté, mais pour dire qu'il y a de la triche partout. Puis après, il y a les enjeux financiers. Là, on est aux États-Unis, c'était une américaine, fallait qu'elle gagne, elle a gagné, voilà. C'est ça, moi je trouve que ce sport gagnerait vraiment en crédit, en réglant ces problèmes-là qui sont très difficiles à régler. Je ne suis pas du tout naïve, loin de là. Mais le patinage artistique a rencontré pendant des années des problèmes de juges aussi. Quand on n'aimait pas Soria Bonali, bam, on la taclait, on lui mettait des notes minables alors qu'elle gagnait complètement son concours. Et le patinage a réussi à régler quand même ces problèmes-là de juges un peu véreux, etc., etc. Je ne sais pas comment ils ont vraiment réglé ce problème, il faudrait que je m'y intéresse. Et la boxe est incapable de regarder en face ces problèmes de juges défectueux, que ce soit en boxe dite olympique ou en boxe professionnelle avec des enjeux financiers, comme vient de le dire Nasser, bien plus importants. Et notamment que le patinage artistique peut-être. Bien sûr. Ouais, les enjeux financiers, que c'est extrêmement important, quoi. C'est ce qui s'allie en fait la pratique sportive qu'on peut avoir tous les trois et l'imaginaire qu'on peut avoir là-dessus. Mais c'est vrai que ça lui traîne à la peau, enfin ça lui colle à la peau cette image de, moi j'avais le truc de magouille. Voilà, c'est ça, avec le cigare, l'américain, avec qui parie sur le. En plus t'es payé au combat, au round, etc. Donc il y a tout cet imaginaire là aussi. Mais comme tu dis, l'enjeu financier est extrêmement important. Plus il y en a, pour moi, plus il y a de la triche, plus il y a de la. Surtout s'il y a des paris. Alors il suffit en plus, qu'il y ait des paris, des paris clandestins, des paris officiels ou clandestins. Du coup, il y a tout ce truc-là. Ça peut amener de la triche aussi. Et je pense que c'est ça, je pense, qui fait que ça met du temps encore. Mais là, pour rebondir tout à l'heure et finir sur une note joyeuse sur ce sport. Non, mais en plus, tu avais aussi commencé à en parler sur la dimension de respect, mais aussi extrêmement collectif en fait, vu que c'est un sport très très dur. Tu as encore dans l'entraînement, dans la salle, une solidarité, dans le vestiaire aussi. Mon père il me parlait beaucoup du vestiaire entre coéquipiers ou alors avec des gens qui sont pas de notre club forcément. S'il a perdu une autre personne d'un autre club, on va le réconforter, être sympa, etc. Il y a une solidarité qui se fait. C'est comme si le plus important en boxe se jouait en coulisses.
en fait, pendant l'entraînement, qui est très, très dur et très long, en coulisses, en vestiaire. Et c'est ça qui est encore plus beau, je trouve. C'est pas forcément... C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de films qui se soit focalisaient trop sur les combats, soit comme dans Rocky, en fait, pendant les 1h50 du film, c'est en fait le préparatif finalement. Ou alors il y a le documentaire Boxing Gym qui lui filme plutôt l'entraînement et le fait que c'est assez calme. Il y a le dring qui sonne de temps en temps et qui rythme un petit peu le temps des boxeurs et des boxeuses. Un peu comme le temps ouvrier, enfin 3 minutes de repos, 3 minutes de travail, enfin il y avait tout ce truc-là. Et de ce que tu m'as raconté aussi, parce que oui, enfin il est dans le livre aussi, du coup c'est bien de le dire hein, quand même. La serre est partout. J'avais pas pensé, ouais. Et ce qui est intéressant, et on m'en parlait aussi, comme mon père ou d'autres boxeurs, des boxeuses aussi, c'est le côté, voilà, ce qu'ils jouent en coulisses est encore plus fort et important. Et ce qui donne après le truc de respect, comme tu disais très bien, après entre combattants et Ce qui combattants. joue en coulisses, et Nasser va, je pense, compléter ce que je vais dire, c'est aussi un sport où il y a un lien très particulier entre le boxeur, la boxeuse et son coach. Parce que c'est... tu connais 1000 boxeurs, donc tu enchaîneras, je pense, là-dessus. Ouais. Je pense que c'est un sport où le lien n'est pas complètement similaire aux autres disciplines. C'est la seule voix que tu entends quand ça crie autour de toi, que c'est, voilà, t'es dans le feu de l'action, tu dois juste penser à tes gammes, à tes bases, etc. La seule voix que tu entends, c'est celle de ton coach. Et c'est un truc dingue, comme le cerveau est conditionné à faire ce que vous nous apprenez, tac, tu fais ça, etc. Et même dans le brouhaha, tu n'entends qu'une voix, c'est la voix du coach. Et ça, c'est assez incroyable. Et c'est un lien très particulier, parce que c'est quand même, tu réagis à une phrase, un mot, même pas une phrase, un mot, tu réagis à la seconde sur ce qu'il te dit, en fait. Et moi, je trouve que c'est un lien très, très fort. Enfin, toi, tu connais 1000 boxeurs à des niveaux bien supérieurs. Après, sincèrement, si on a un boxeur qu'on emmène en compétition, obligatoirement, il faut qu'il y ait de l'affectif. S'il n'y a pas de l'affectif, moi, si le boxeur, j'en ai rien à foutre de lui, je vais le laisser se faire casser la gueule. Non, il faut qu'il y ait de l'affectif, c'est obligatoire. Et c'est vrai que il y a aussi le boxeur qui doit avoir une confiance absolue en son entraîneur. C'est pour ça qu'il entend que sa voix, parce qu'il a une confiance absolue. Moi, j'ai rigolé sur la vidéo de Mustapha, que tu connais, hein, qui boxe, qui gagne son combat. Et moi, quand le combat se termine, je vais voir l'adversaire pour le féliciter de sa combativité et tout. Et Mustapha, il est sur le ring et puis il dit « Il est où Nasser ? Il est où Nasser ?» On aurait dit un enfant qui était perdu, alors que le ring, c'est son terrain, quoi. Et il me cherchait alors que j'étais en train de féliciter la combativité, je disais, de son adversaire. Mais c'est ça, il y a une complicité, obligatoirement. Il y a une complicité et puis il y a de l'affectif, sinon on peut pas. On peut pas. Oui, en tout cas, moi, je pourrais pas. Le chemin, tu racontais aussi du vestiaire jusqu'au ring, quoi. Ce fameux chemin qui est assez stressant, quand même. Enfin, c'est le moment où tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là ouais. Pourquoi je suis pas en train de boire des bières avec tout le monde? Et puis après, c'est trop tard, il faut écouter. Ouais, ce moment-là, oui, je vois. Il y a Rexal dans le chat qui dit « Je fais du judo et tout ce qui est dit, là, je m'y identifie. » Donc c'est un peu court de penser qu'on est seul au monde, alors que non, tous les sports de combat sont multiples et certains ont beaucoup de caractéristiques communes. Bon, dans la question de Rexal, en fait, il y a qu'est-ce que la boxe a de particulier par rapport aux autres sports de combat? Je vous la pose. J'ai fait du judo aussi, donc je peux entendre ce qu'elle dit. Tu n'es pas seul au monde, c'est un sport collectif, un lien très fort avec le coach. Mais au judo, il y a très peu de chances que tu te retrouves KO en un dixième de seconde d'inattention. Tu te fais faire une clé de bras, tu te prends un hippon, un pion, c'est pas agréable, mais se prendre un hippon, honnêtement, c'est la vie du judoka, mais un KO, un sale coup où t'as mal, c'est pas pareil. Donc l'enjeu physique pour moi n'est pas le même, me semble-t-il. Ouais, c'est quand même, ça reste un sport de combat, mais c'est un sport de préhension. C'est un sport où on prend l'adversaire, on essaie de le mettre à terre, etc. Tandis que la boxe, c'est un sport de percussion. Et là, on prend des coups. Donc, il y a quand même une violence qui n'est pas la même. On prend des coups, la douleur n'est pas la même. La douleur n'est pas la même. La douleur n'est pas la même. Parce que là, l'ego est tout aussi vexé. Quand tu te prends un pion, honnêtement, en judo, t'as mal, hein, mais t'as pas mal physiquement. Il y a une douleur physique qui est accentuée chez les boxeurs, toutes sortes de boxe, hein, que ce soit le MMA, le kickboxing, la boxe thaï, la boxe anglaise, française, peu importe, full contact. C'est un sport de percussion et c'est vrai que prendre des coups, ça fait mal. Les copains, il est 13h59 passé de 19 secondes, c'est l'heure du mot de la fin. Le mot de la fin, Vanessa Descoureaux. Tu m'as pas préparé ça. Bien sûr que non. Un seul mot, genre comme ça. Non, t'as le droit à une phrase fin. Apprenez à briser les clichés par vous-même, en fait. Et la boxe a été un cliché brisé dans ma vie, j'en suis extrêmement heureuse. Voilà un joli mot de la fin, Vanessa.
Céline Berka, justement, oui, j'allais le mot de la fin. rebondir sur ce que vous disiez. C'est pour cette raison-là, sur le chaos, sur comment dire, la peur, etc., qui fait que c'est le sport le plus marqué socialement. Et c'est ça que moi qui m'a intéressé. Et sinon, l'autre mot de la fin, c'est continuez à vous moquer de Macron, parce qu'il y avait beaucoup de personnes dans le chat qui étaient quand même très intéressées par la réappropriation culturelle, l'embourgeoisement. Donc continuez, c'est très drôle et voilà, c'est très bien. Merci Céline Derkaoui. Nasser, le mot de la fin. Parole au 12e coach. et, voilà, 12e et dernier round, non, pratiquer du sport, si possible de la boxe, sinon faites du sport. La boxe de préférence.